Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on débute d'ici quelques secondes sur ce temps fort dédié aux pratiques corporelles douces, yoga, pilates et autres activités sportives, mais aussi de bien-être. L'idée étant de vous apporter un regard spécifique sur ce sujet. Donc on débute d'ici 30 secondes. À tout de suite. Allez, on va débuter. Je vous propose qu'on commence cette petite séquence qui va durer 2 heures et qui sera structurée autour de 2 tables rondes. Une qui aura plus une orientation scientifique pour discuter avec nos experts sur les bienfaits de ces pratiques, qu'on ait un regard sur celle-ci clairvoyant dans ce salon qui s'y prête. Et ensuite, on parlera plutôt des politiques publiques pour identifier comment nos activités et pourquoi ces activités doivent naturellement s'inscrire dans les politiques publiques qui sont envisagées ou déjà mises en place. Et à ce titre-là, nous aurons différents invités venant des ministères du sport et aussi de l'éducation nationale notamment. Rapidement, moi je suis Damien Jacquard, donc je suis à l'Union Sport et Cycle, syndicat patronal qui représente l'ensemble des acteurs de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité. Et je m'occupe dans ce secteur de tout ce qui est lié à la forme, d'une manière générale, que ce soit des loisirs sportifs marchands, donc des établissements sportifs qui accueillent à peu près 17 millions de Français par an sur différents types de pratiques, mais aussi de toute la dimension forme et sport santé, en passant par les industriels, ceux qui équipent ces lieux, mais aussi tous les professionnels qui encadrent ces activités. Et on reviendra dessus parce que dans notre secteur des pratiques corporelles douces, on va voir que ces professionnels sont de plus en plus nombreux et un besoin omniprésent de les mettre au premier plan et de comprendre leurs enjeux, leurs besoins. L'idée, c'est, dans un premier temps, pour introduire ces 2 heures, comprendre, quand on parle de sport au niveau des Français, donc ce mot sport peut être identifié comme on le souhaite, on va plutôt parler d'activité physique et sportive. Globalement, comment les Français aujourd'hui vivent cette activité physique et sportive? On nous pointe du doigt la plupart du temps sur le fait qu'on est censé être un pays qui n'a pas cette culture du sport. La réalité est un petit peu tout autre. Oui, nous ne le portons pas au premier plan, mais la réalité, c'est que les Français pratiquent toujours et encore plus d'activités physiques et sportives. Cette activité, ce n'est plus une activité unique, mais une activité multiple qui répond à des moteurs qui sont aujourd'hui avant tout liés à la santé, au bien-être, le fait d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, mais aussi ne pas être le pratiquant d'une seule activité. Aujourd'hui, je suis peut-être licencié d'une structure, je vais peut-être faire une pratique chez moi en autonomie, je vais peut-être aller courir, je vais peut-être prendre mon vélo, je vais peut-être aller dans un studio de yoga, de pilates. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui sur de la multipratique qui correspond à nos envies, à nos désirs, à la proximité aussi que celle-ci offre et aussi au fait que notre société a évolué. Qu'aujourd'hui, ce qui nous amène à pratiquer, c'est avant tout l'outdoor, avec cette volonté suite au Covid de pratiquer en plein air, d'être bien dans cet environnement naturel, et on verra à quel point les lignes ont bougé, mais c'est aussi d'être en capacité d'être beaucoup plus sensible à l'essor de nouvelles pratiques, que ce soit chez les jeunes notamment, qui vont vers des pratiques émergentes comme le basket 3-3, etc. Dans ce contexte-là, comme je vous le disais, les Français, quand on leur demande pourquoi ils pratiquent une activité, c'est avant tout parce qu'ils recherchent du bien-être, de la détente. Et que ce sont aujourd'hui les principaux axes qui motivent le fait de se bouger. Se bouger, c'est avant tout parce que derrière, je vais rechercher cette notion de plaisir et cette notion de bien-être au quotidien. Donc on ne parle pas forcément, comme on le parlait il y a encore quelques années, de compétition, de performance. La performance, elle se retrouve finalement dans le fait que je suis bien dans mes baskets et que cette activité, je la ressens au quotidien, elle m'apporte un réel bienfait. Quand on parle des pratiques corporelles douces, souvent on a une certaine méconnaissance de où ces pratiques se situent au niveau des Français. Est-ce que ce sont des pratiques régulières? Est-ce que ce sont des pratiques qui sont, entre guillemets, reconnues quand on parle au niveau des Français, des pratiques émergentes? La réalité, c'est quand on interroge les Français, et cette étude a été sortie fin août, donc elle est très récente, on se rend compte que
Derrière certaines activités traditionnelles, et même là-dessus, on pourrait débattre pendant des heures, il y en a beaucoup qui chutent parce que la société fait qu'on évolue. La marche, la course à pied, comme je vous le disais, monte en flèche. Mais quand je reprends l'ensemble des activités de la forme, que ce soit fitness, que ce soit yoga, que ce soit musculation, ce sont collectivement les premiers moteurs de la pratique des Français aujourd'hui. 47% des Français aujourd'hui pratiquent ces activités de la forme. Et dans ces activités de la forme, il y a un secteur qui est en pleine évolution, comme vous pouvez le voir, c'est toutes ces pratiques de yoga, de pilates, de relaxation. Aujourd'hui, 16% des pratiquants d'une activité physique et sportive en France pratiquent ces activités ou ont pratiqué ces activités sur la dernière année. Quand je sonde, par contre, qui sont ces pratiquants, on se rend compte que, globalement, c'est quand même une pratique qui est avant tout tirée par un public féminin qui, à 75%, se tourne vers ces activités, alors qu'on est encore en sous-nombre sur les hommes au niveau de ces activités. Quand je vais essayer d'amener un petit peu de, comme je voulais amener auparavant, un petit peu d'éclaircissement. Je vous disais que la santé et le bien-être étaient les moteurs essentiels aujourd'hui de la pratique. Vous le retrouvez aujourd'hui sur ce graphique, ce qui explique aussi pourquoi ces activités de pratique douce, aujourd'hui on le voit en poupe, ont un écho favorable au niveau de monsieur et madame tout le monde, parce que quand je demande pourquoi vous pratiquez des activités physiques et sportives, un, la santé, comme je vous le disais, mais deux, l'objectif, c'est aussi d'évacuer le stress, donc d'être sur une notion de détente et de se sentir libre, donc de couper un petit peu du quotidien. Dernière slide, avant de rentrer sur qui sont les professionnels de nos activités. On parle aujourd'hui des personnes qui pratiquent, c'est très bien, la population est de plus en plus sensible au fait que cette pratique apporte de réels bienfaits, mais il y en a encore qui sont des sédentaires heureux ou des sédentaires pas heureux, mais qui sont sédentaires quand même. Et ces sédentaires, comment les mettre à une activité physique et sportive? Et quand je leur demande, 17% des Français ne pratiquent rien, mais vraiment rien, ils marchent à peine, ils prennent la voiture, font tout pour avoir un minimum de mouvement. Donc on connaît derrière les enjeux qui sont en termes de santé publique au premier plan sur le fait il faut réussir à changer les modes de vie. Un des paramètres essentiels qui fait écho pour eux, ce sont ces activités physiques et sportives douces. Que ce soit la marche, qui va leur permettre progressivement de bouger, mais aussi le fitness et le yoga qui sont plébiscités par ces non-pratiquants. Je vous rassure, il y a quand même peu de sédentaires aujourd'hui qui se disent « demain, je me mets à une activité ». Ça reste pas marginal, mais il ne faut pas s'attendre à un raz-de-marée. Il va falloir beaucoup de conviction pour aller les chercher. Mais quand je leur demande quelle est l'activité ou le secteur qui pourrait les amener sur ces prochaines semaines à pratiquer, les activités qui sont les nôtres arrivent dans le top 3. Enfin, derrière, pour toutes ces activités, il faut des professionnels. Des professionnels, et on va en discuter, qui sont toujours plus nombreux, qui changent dans leur aspiration, le pourquoi se tourner vers ces activités. Et on parlera des enjeux que ce mouvement aussi amène au niveau de la reconnaissance de nos activités. Mais globalement, on les méconnaît. L'objectif n'est pas de vous apporter tous les éléments pour être incollable là-dessus, juste vous donner des grandes lignes de qui ils sont. Nos professionnels sont avant tout des femmes. Quand je demande côté pilates et côté yoga, c'est assez étonnant, mais le score est exactement le même. 84% de femmes et 16% d'hommes. Ce qui change, par contre, c'est le fait que, et on le verra après, dans le pilates et dans le yoga, on a un âge moyen qui est pas trop loin, mais en même temps qui change de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on était proches, il y avait une vraie relation entre les professionnels du pilate et les professionnels du yoga. Aujourd'hui, ça commence à changer. Vous pouvez le voir dans le graphique, on a de plus en plus dans le yoga de jeunes, de moins de 40 ans notamment, qui arrivent sur ces activités. Oui ? Je laisserai les professionnels après réagir et ce seront eux qui expliqueront tout ça. Je leur laisserai. Bon, dans 2 minutes, promis.
Ce qui change, comme je vous le disais, c'est le fait que quand on creuse un petit peu au niveau des professionnels, on voit que dans le yoga, il y a une vraie évolution au niveau d'un nouveau public dans l'enseignement qui arrive sur cette activité et qui est aujourd'hui assez jeune dans l'enseignement. Donc qui a passé ses diplômes il y a encore peu de temps. Et si je reprends 3 ans auparavant, on est sur une crise Covid, certaines personnes qui se remettent en question et qui se disent « qu'est-ce que je veux pour demain ?» Et dans ces réflexions, beaucoup de femmes, on rediscutera si vous voulez, mais en tout cas c'est ce qui me remonte, font le choix de réaliser ces formations pour demain devenir professeur de yoga. Hop. De la même manière, quand je demande au niveau de votre parcours derrière cette notion de professionnel, combien d'heures de formation pour acquérir vos diplômes, on se rend compte que dans le Pilate, la majorité des professionnels ont une formation qui a duré plus de 400 heures. Alors que dans le yoga, c'est plus variable et la majorité de ceux qui enseignent ont une formation qui est plutôt autour des 200 heures et plus. Mais 2 fois moins d'heures de formation côté yoga que côté Pilate. C'est un sujet de débat, je le sais, mais la réalité, c'est la mienne, de vous amener des chiffres et ensuite d'en débattre tous ensemble sur, finalement, ce que ces chiffres aussi soulèvent comme question. Autre sujet, le statut de ces professeurs. C'est un sujet qui est important à prendre en considération, notamment avec la crise Covid, où on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs, non pas que dans ce secteur, ont été frappés d'une certaine précarité, ont dû finalement faire face à des difficultés via leur statut qui les ont amenés à essayer de trouver des solutions un petit peu dans l'urgence pour essayer de continuer à vivre correctement, décemment, et avaient peu de protection vis-à-vis des mesures qui avaient été mises en place. La réalité, c'est que c'est normal, vu que aujourd'hui, 63% des professeurs de Pilates sont des indépendants, donc 2/3, et près de 3/4 des professeurs de yoga sont indépendants. Donc on est dans une profession, d'une manière générale, qui repose sur ce statut ultra majoritairement. J'ai essayé de vous apporter quelques éléments pour qu'on puisse commencer à débattre de ce sujet et rentrer ensuite sur des tables rondes qui seront, elles, un petit peu plus structurées. L'idée étant de vous amener juste des éléments de contexte. Ce que je vous propose, c'est Blandine. Je t'ai vu, je sais que tu es là, donc t'amener un petit peu à réagir, à monter avec moi sur scène. Et Patrick, s'il nous rejoint, parce que je ne l'ai pas vu, prendra aussi la parole côté yoga. C'est toi qui prendras ? Bah vas-y, alors Marion, viens avec nous, comme ça tu restes. C'était Patrick avec moi. Après, toi, tu venais sur la table ronde. Mais c'est pas grave, vu que Patrick n'est pas là, je suis sûr que tu seras très bien pour prendre la parole là-dessus. Allez, viens avec nous. Hop, je vous laisse vous installer, mesdames. Moi, je vais me mettre sur le côté. L'idée, c'est, comme vous l'avez mentionné, peut-être vous laissez un petit peu la parole, vous laissez déjà représenter ce qu'est le Pilate et le yoga, chacune, mais aussi réagir sur ces premiers chiffres et l'importance de se retrouver aujourd'hui pour, face à ce constat, face aux problématiques que vous vivez au quotidien, être en capacité de faire bouger les lignes, parce que j'ai bien compris que la profession avait aujourd'hui un vrai besoin d'une meilleure reconnaissance et au niveau des professionnels, pas mal d'enjeux qui sont au premier plan sur lesquels vous avez besoin de solutions. Blandine, je te laisse un petit peu la parole. D'accord, merci beaucoup Damien. Bonjour, donc je suis Blandine, professeure de Pilates depuis une vingtaine d'années, donc c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une certaine vision de l'évolution de notre métier. Damien a fait une très bonne introduction avec les chiffres et on peut vraiment, son analyse elle est très pertinente. Elle permet vraiment de mettre en lumière les problématiques en effet auxquelles on fait face aujourd'hui. Quand je suis arrivée à Paris, il y avait quand j'ai commencé le métier, il y avait 3 studios uniquement à Paris, donc c'était très facile de trouver du travail en quelque sorte. Aujourd'hui, je sais pas, il doit y en avoir une trentaine ou une quarantaine. Donc on a profité et on ne s'en plaint pas. Je veux dire, il y a eu un véritable engouement pour nos pratiques qui sont aussi véhiculées avec
la communication qu'il y a autour de la sédentarité. Je veux dire, la sédentarité, j'aime bien reciter ça, elle est passée devant le tabac comme cause de mortalité. Donc c'est vraiment une très belle prise de conscience et le yoga, comme le pilates, comme quelques pratiques, ont profité, je dirais, de cette prise de conscience des gens pour aller vers un mouvement et un mouvement qui soit sain. On est sorti, comme tu le disais, de la compétition, de la performance pour prendre soin de son corps au travers du mouvement. Donc le pilates, c'est une pratique, pour répondre à la question. Voilà. On peut dire les deux. On peut dire pilates ou pilates. Et donc c'est une pratique qui se fait sur tapis, où on ne va pas avoir besoin d'appareil, mais qui se fait également, puisque c'est Joseph Pilates c'est l'inventeur de la méthode, il avait créé aussi des appareils sur lesquels nous travaillons toujours. Donc il y a le réformeur, la Cadillac, la chaise, voilà, il y a quelques appareils. Et la pratique du pilates se fait le plus souvent en studio, c'est-à-dire des studios qui vont être équipés. Et bien sûr, à la fédération, à la FPMP, donc la Fédération des professionnels de la méthode Pilates, nous sélectionnons en quelque sorte les professeurs qui vont avoir suivi une formation complète et qui vont travailler dans des studios qui vont être équipés. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, mais l'engouement était tel qu'on était au départ à peu près organisé et aujourd'hui, c'est relativement désorganisé puisque tout le monde commence à faire un peu tout. Je n'aime pas dire tout et n'importe quoi, mais c'est un petit peu le cas. Juste en termes de chiffres par rapport à ce que je vous ai mentionné, on peut évaluer à peu près 7 millions de Français adultes. Le nombre de pratiquants aujourd'hui, si je transcris le pourcentage en millions de Français. Donc environ 6-7 millions de Français qui pratiquent ces activités sur l'année 2023. Tout à fait. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui que cet enseignement il soit un petit peu plus cadré, un petit peu plus structuré. Donc nous, à la FPMP, on a un protocole, on a un label de qualité pour pour protéger en quelque sorte notre méthode. Et ce que je voulais... j'ai perdu le fil. On parlait oui, de protection de la méthode Pilates vis-à-vis de cette évolution. Oui, c'est pour ça. C'est parce que je pensais à deux choses en même temps. Je voulais rebondir en effet sur cette population immense qui pratique le Pilates, le bien-être dont tout le monde va parler, mettre en avant. Mais nous, professionnels de ces métiers-là, nous sommes rarement, à part l'USC qui nous a sollicités, mais sinon nous avons très peu d'interactions avec les institutions. On est un petit peu absent, paradoxalement, de la scène, des prises de décision, de tout un tas d'éléments qui vont permettre de structurer notre métier et notre formation. Puisque on sait, quand on pratique sur du vivant, ce n'est pas juste de faire une formation. Derrière, il y a aussi toute la formation continue qui représente un gros enjeu aujourd'hui. Ce n'est pas des métiers que l'on apprend juste une année et puis sur lesquels on ne va pas sur une année d'études travailler pendant 20 ans. On a besoin de la formation continue et cette formation continue, elle s'inscrit aussi dans une volonté des institutions de reconnaître et de structurer notre activité. Merci Blandine. Je vais peut-être, Marion, te laisser un petit peu la parole, surtout pour réagir. Je pense que tu partages ce constat d'un manque de reconnaissance, le besoin d'être autour de la table. On reviendra derrière sur la table ronde sur cette légitimité finalement que l'activité a. Moi, c'est surtout sur aussi les quelques chiffres autour des professionnels. On se rend compte que dans le yoga, différents profils changent un petit peu, que l'activité yoga se multiplie, se diversifie. Quand on parle pas d'un yoga, on parle d'une diversité de yoga. Qu'est-ce que ça t'amène quelle réaction tu as face à ces chiffres? Qu'est-ce que pour toi, ça pointe du doigt? Et finalement, qu'est-ce qu'on doit derrière mettre en place pour être en capacité, vis-à-vis de ces chiffres, déjà d'apporter quelques solutions? Donc, Marion Sébi, moi je représente aujourd'hui l'UPI, c'est l'Union des professionnels du yoga. Et j'enseigne et je forme au yoga depuis maintenant 12 ans. Donc, déjà, ce que ces chiffres m'inspirent, c'est qu'il faut vraiment avoir conscience que nos métiers, pilates et yoga, et là je pense qu'on se rejoint, vivent une vraie mutation.
Alors, pour vous donner quelques chiffres en termes de pratiquants, et j'arrive à une réponse plus précise sur les professionnels du yoga, en 2010, 3 millions de personnes pratiquent le yoga. 2010. En 2021, 10 millions 5. Et un boom incroyable depuis 2020. Donc imaginez, face à cette demande et à cet engouement, à quel point il faut être solide du côté des professionnels pour accompagner de manière qualitative des Français qui souhaitent se mettre au yoga. Et c'est un vrai tsunami de notre côté. Et face à ça, bien évidemment, c'est aussi des opportunités de marché. Parlons de ce qui est là, il y a une vraie demande. Et les offres qui répondent à ce marché sont aujourd'hui, dans le cadre du yoga, extrêmement variables. Parce qu'effectivement, Damien, tu en as parlé, et merci vraiment de le souligner, il y a eu un élan suite à la crise sanitaire, je pense qu'il nous a toutes et tous mis dans une situation inédite de prise de conscience de la responsabilité de notre santé. Et le yoga, c'est cette discipline qui permet une véritable prise de conscience, mais même une expérience de ce que c'est que la vitalité et la santé. Et c'est une grande responsabilité, en restant à notre place, mais d'accueillir des corps qui sont en demande de reprendre la responsabilité de leur santé, de leur vitalité. Et c'est un véritable défi qui nous demande de nous organiser. Mais en un temps aussi court, tout peut se passer, le meilleur, comme le pire en termes d'offres. Il faut le reconnaître. Et merci d'avoir pointé effectivement que les professionnels du yoga sont pour beaucoup des indépendants. Et là aussi, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc, moi, vraiment ma réaction, puisqu'on parle de ça, c'est ta question, c'est beaucoup de vigilance, de sérieux et d'humilité pour nous, professionnels du yoga. Et pour ça, on a besoin des institutionnels. On a besoin, effectivement, d'avoir des partenaires qui vont nous permettre aussi de clarifier ce qu'est le yoga. Parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure en disant qu'est-ce que c'est que le Pilate, parce que tout le monde sait ce que c'est que le yoga, mais même moi, professionnel du yoga, je sais plus ce que c'est que le yoga. On fait du yoga à 45 degrés pour transpirer, on fait du yoga en acro-yoga, on s'accroche à des cordes, on fait du yoga en couple, on fait du yoga en pleine nature, on fait du yoga dans des glaçons. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Initialement, il y a des branches ancestrales de yoga. Ok, Hatha, Vinyasa, Iyengar, Ashtanga, Kundalini. Et maintenant, et d'autres que je ne veux pas oublier, mais pour vous dire que moi-même, sur le marché du yoga, je ne sais plus ce que veut dire le mot yoga. Et c'est de là qu'est née l'Union des professionnels du yoga, où il y a des fédérations qui sont là depuis 50 ans. Nous, on existe depuis 2020. Donc, c'est en réponse au contexte lié à la crise sanitaire. Et ce n'est pas une fédération qui rassemble un type de yoga ou une fédération qui rassemble des enseignants et des formateurs de yoga. C'est une union qui rassemble des directeurs de centres de yoga, parce que quand même, qui je recrute dans mon centre. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui font l'unanimité en yoga en France. Il y a un manque de reconnaissance du métier. Donc, on rassemble des directeurs de centres de yoga, des enseignants, des formateurs, mais également des pratiquants. Parce qu'on a besoin, déjà on a eu besoin de se rassembler face aux difficultés liées à la crise sanitaire, mais on a aussi besoin de gagner en légitimité parce qu'aujourd'hui, le yoga peut souffrir d'une image extrêmement floue et les médias, parfois, associent le yoga, on va le dire, à une image de d'hippie un peu aux pieds sales et on se fout de tout et c'est la grande révolution parce que le système, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Le yoga, c'est fait pour mieux vivre un quotidien et c'est aussi l'apport d'une vraie discipline pour nous permettre
d'être stable dans un monde en mouvement. Et c'est une stabilité nerveuse, physique, on va y revenir. Mais alors, on est un métier qui apporte une stabilité et de façon très contradictoire, on est en train de vivre un brouillard. On subit aussi, on le sait, on en parlera, mais vraiment une image du yoga qui en fait n'est pas claire du tout. Marion, je te propose qu'on avance. Blandine, je vais te remercier. On va passer sur notre première table ronde. Marion, je te garde avec nous. Parce qu'on parlait légitimité de ces activités. On est sur un salon dédié à la kinésithérapie, donc avec des professionnels de santé. Et l'objectif n'étant pas un moment d'avoir une vision qui est la leur, sont des professionnels de santé. Nous, on est des professionnels de l'activité physique. Néanmoins, dans cette légitimité qu'on recherche, ça fait quand même un bon bout de temps que quand je discute avec ces professionnels, beaucoup me disent que ils utilisent nos pratiques, ils travaillent avec nous. Et l'idée de cette table ronde, c'était de leur donner la parole pour comprendre finalement les bienfaits de ces activités et avoir ce regard éclairé des professionnels. Donc à ce titre-là, je vais demander à nos différents invités de nous rejoindre. Santiago Delval, qui est kinésithérapeute, Sébastien, qui est préparateur physique dans le sport de haut niveau, Ghislaine, qui nous apportera son regard en tant que professionnelle de l'activité physique adaptée, et Marion, toujours, qui réagira sur la partie yoga. Je suis désolé, j'ai que 2 micros, mais je t'en prie, Sébastien, installe-toi. De toute façon, moi, je vais juste vous donner la parole. Peut-être commencer par Santiago. Hop, tiens. Merci Santiago déjà pour ta présence. Peut-être, bonjour. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, qu'on identifie qui tu es, quel est ton rôle, et après on reviendra sur ces activités. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Santiago Del Valle, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisé dans la prise en charge des artistes de la scène, donc danseurs, musiciens, circassiens. À ce titre, j'ai un cabinet à Paris-Bastille spécialisé avec du matériel spécifique, des barres de danse, des instruments de musique, des trapèzes, des cordes, etc. Et on traite donc des professionnels et des amateurs des pratiques artistiques. Et j'interviens en parallèle avec l'Opéra national de Paris pour l'orchestre et le ballet et pour le CNSM, Conservatoire national supérieur, et d'autres institutions. Alors, dans mon cabinet, en effet... Juste avant d'avoir ton avis sur le cabinet, oui. Quand on parle de ces activités-là, vis-à-vis de la profession dans laquelle tu es, sur la kinésithérapie, c'est quoi le regard, avant d'avoir le tien, Oui. qui est peut-être un petit peu différent, mais quand tu en parles, quel est le regard des autres professionnels sur ces activités ? Oui. Alors, c'est vrai que je suis enseignant à l'école des kinés, donc je côtoie quand même pas mal des professeurs et des acteurs en kinésithérapie. Après, j'ai une pratique qui est assez particulière parce qu'on a un public très ciblé, hein, c'est les artistes. Mais je dirais qu'il y a indéniablement un intérêt de plus en plus net des professionnels de santé, d'ailleurs, qui font de la formation en pilates, de la formation en yoga, etc. Ce qui, pour moi, c'est encore un autre aspect, mais je pense que c'est des métiers différents et que ce n'est pas les kinés à se former en pilates, plutôt les professeurs des pilates de devenir meilleurs dans ce qu'ils font et maîtriser davantage les aspects anatomiques, biomécaniques et aussi des gestions des tendances pathologiques, sans faire de la rééducation, mais voilà, donc ça c'est mon avis. Donc voilà, je dirais qu'il y a un intérêt de plus en plus important, et d'un autre côté, vis-à-vis des professionnels, des professeurs, un petit peu de méfiance. Parce que forcément, nous, on a 4 ans de métier, les médecins, c'est encore pire à mon avis, mais du coup, dire, tiens, quelle est leur formation donc le fait de, ce que vous parlez de systématiser, de homologuer des cursus avec un nombre d'heures, etc., et la formation continue qui est très importante, hein, parce que ce n'est pas pour une année ou 2 ans de formation qu'on peut après travailler toute la vie. Ça, c'est vraiment, pour moi, fondamental pour que voilà, la crédibilité de ces métiers soit... plus importante, qu'on puisse travailler en collaboration, hein, parce que c'est évidemment le but. Hein. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il manque une pierre qui permettrait de faciliter par cette légitimité la relation entre les professionnels de la santé qui, eux, aimeraient bien, mais qui manquent à un moment de cet élément qui va homologuer le fait que cette formation est reconnue, qu'elle leur parle, et que finalement, ces personnes qui ont cette formation sont aptes à les accompagner vis-à-vis des profils qu'ils peuvent avoir et des diversités de pathologies. Il n'y a que ça comme solution finalement, hein, c'est de créer des homologations, des fédérations
pour défendre un certain niveau qualitatif et d'enseignement, essayer d'homogénéiser les pratiques en fait. Hein. Et donc toi, au quotidien, comment alors plutôt Pilates, mais comment voilà, tu utilises ces pratiques, comment tu les mets en place dans les parcours que tu accompagnes, qu'est-ce que ça apporte, quel est aussi le ressenti aussi des personnes que tu as quand tu leur parles de ces activités, alors qu'ils viennent voir aussi un kiné dans un premier temps, et leur dire j'ai aussi cette faculté, je peux vous accompagner, vous faire découvrir ces activités, ça va vous faire du bien. Enfin voilà, mieux comprendre toi au quotidien comment tu mets cette relation en place. Oui, alors moi-même et mes collègues, on est des kinésithérapeutes, donc on fait la partie rééducation jusqu'au niveau santé, sauf que ce niveau santé, il est très ambigu parce qu'un musicien, la santé pour lui, c'est de pouvoir faire ses dixièmes à la guitare. Et s'il n'a pas ça, arrêt de travail, donc socialement dehors. Donc même si le concept de santé est un peu ambigu, notamment avec les artistes, mais nous, c'est la partie rééducation. Et ensuite, nous, on fait appel à des professeurs pour faire la partie plus entretien des acquisitions, c'est-à-dire le fait d'entretenir, et puis continuer sous l'aspect un peu plus performance. Hein. Pas dans le sens des grands exploits, mais plutôt sous le fait d'entretenir et continuer à améliorer des capacités physiques. Donc nous, on n'intervient pas les kinés en tant que prof, c'est plutôt des personnes extérieures. Donc on a gyrokinésis, pilates et danse classique. Voilà, on a les trois disciplines. Et pour nous, chaque discipline, notamment le pilates, pour nous, c'est essentiel chez les lombalgiques et les personnes souffrant du dos, parce que ça aide à trouver la stabilité lombopelvienne et du coup prévenir des récidives. Hein. Le pilates, c'est plutôt ça. La gyrokinésie, c'est plutôt le côté mobilité qui est intéressant, le fait de répartir la mobilité sur toute la colonne. Et puis la danse classique, pour nous, c'est vraiment pour les professionnels danseurs qui se sont blessés et qui reprennent avec nos cours à nous, c'est un cours vraiment sous la technique à la barre. Donc voilà, chaque discipline a sa spécificité. Et donc en dehors de ce côté diplôme, reconnaissance par un diplôme, etc., je pense que le travail que tu mènes avec ces professionnels du Pilates, passe avant tout par le lien que tu peux avoir avec eux, la confiance que tu leur accordes, le partage un petit peu d'informations, de profils. C'est vraiment cette proximité que vous avez au quotidien. C'est ça. Nous, on a établi un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que quand nous, les kinés, on va adresser un patient qui devient élève, nous, on va dire, tiens, on a fait une rééducation qui concerne ceci, cela. Voilà les dominantes, ce qu'on aimerait encore améliorer avec cette personne-là. Et puis, le prof de Pilates, il fait son cours et il nous fait un retour ensuite. Et on avance comme ça. Tout ça avec le consentement du patient, évidemment, hein, parce que ce sont des transmissions qui restent assez superficielles sur le plan de la santé. Mais globalement, voilà, on dit, elle a une pubalgie, on a fait 10 séances sur ceci, sur cela. Voilà, c'est quand même des informations qui demandent le consentement quand même. Ok, je vais peut-être pas passer la parole à Sébastien pour avoir un autre regard avec une autre façon d'utiliser ces activités, avec un profil là qui est un petit peu différent, même si dans la danse, à mon avis aussi, beaucoup de sportifs de haut niveau qui côtoient votre infrastructure. Toi, Sébastien, peut-être déjà dans un premier temps te laisser te présenter. Bonjour tout le monde. Ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le circuit professionnel du football, donc je suis préparateur physique, responsable performance parfois, ça dépend des clubs dans lesquels on arrive. Et du coup, j'ai 47 ans et j'ai toujours été à la recherche à la fois des nouveautés technologiques, méthodologiques. Je suis toujours interrogé sur beaucoup de choses, y compris de tout ce qui était scientifique, au-delà du contenu footballistique, j'irais quotidien. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à utiliser ces activités ? Pourquoi ? Parce que tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'avoue des fois avoir regardé ces activités de loin, avant d'avoir une rencontre avec certains professionnels qui m'ont amené à avoir un autre regard. Mais c'est vrai qu'on a souvent une vision, en tout cas quelque chose qui est un peu éloigné de sa réalité, et faire le premier pas et comprendre les bienfaits que ça apporte, c'est peut-être encore différent. Donc comment toi ça s'est passé ? Et une fois que ça s'est passé, comment tu as réussi à le mettre en place dans ton quotidien auprès des sportifs de haut niveau, et peut-être aussi, comme moi ou comme d'autres,
quand tu l'as amené, peut-être qu'eux aussi ont été un petit peu dans un premier temps sur la réserve. Et après, on reviendra sur est-ce que cette réserve est encore d'actualité. Déjà, effectivement, j'avais entendu parler de l'activité. N'étant pas spécialiste, j'ai demandé à un ami, on était en Suisse à l'époque, sur un club de football. Lui était coach sportif de son côté, donc j'ai demandé de faire ces courtes formations de pilates et de venir tester ça sur les jeunes de l'académie, en fait, sur ce qui pouvait remplacer le gainage. Je trouvais assez répétitif, rébarbatif et peut-être peu efficace, ou moins efficace à force. Donc on a intégré ça sur l'académie à raison de 2 fois par semaine, avec un groupe témoin et un groupe qui pratiquait le pilate. Et on a vu les effets assez rapidement. Donc, vous les avez vus, mais est-ce que les jeunes aussi les ont ressentis ? Au niveau du ressenti, bien sûr. Alors, là où c'était intéressant, c'est que c'était la nouveauté des mouvements, et puis l'intérêt d'amener une certaine difficulté, parce qu'ils avaient la maîtrise du gainage traditionnel, de la planche isométrique de face ou latérale, exercice classique de gainage qu'on connaît dans le sport. L'avantage du pilate, c'était qu'il y avait à la fois cette variété, et puis une difficulté qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont rencontrée. Donc on arrivait à capter leur attention et leur intérêt à travers ça. Et ensuite, j'ai basculé sur Monaco, où lors du premier entretien, où on mettait en place la méthodologie, le kiné de l'époque me dit « Mais est-ce que tu connais le pilate ?» Je dis « Voilà, tu tombes bien. » J'ai dit « Pourquoi tu me demandes ça ?» Et puis à l'époque, il y avait Dina Kirchdorfer, qui est une ancienne danseuse et qui s'est formée effectivement sur les grandes écoles. Et il me dit, voilà, j'ai une personne qui est intéressée pour venir donner quelques cours. J'ai dit, elle ne va pas donner quelques cours si on peut l'avoir régulièrement dans ce cadre-là et de cette manière-là. Et ça s'est fait comme ça. Donc, moi, je ne suis pas spécialisé. J'en avais, repéré l'intérêt. Et du coup, je faisais surtout appel à des intervenants extérieurs, n'étant pas spécialisé. Et à partir de là, Dina a fait une dizaine d'années. Donc, des garçons, par exemple, comme Kylian Mbappé, sur toute sa formation à l'AS Monaco, a fait du pilate 2 fois par semaine. Donc c'est des garçons qui connaissent ça. Maintenant, c'est assez compliqué, surtout au niveau du football, où c'est un cercle un petit peu fermé. Ça fonctionne aussi par réseau. Donc intégrer cette spécificité et cette activité, c'est pas évident. Il faut arriver à trouver des personnes qui vont, bien s'intégrer dans le moule du football, comprendre l'activité, arriver à faire le transfert entre le pilate tel qu'elles le connaissent et qu'elles le pratiquent, et l'intérêt pour le footballeur. Donc là, je vais glisser sur l'intérêt du footballeur, c'est-à-dire que le pilate, on connaît tous le corps, c'est cette gaine qui est importante. Le footballeur a la majorité de ses forces au niveau des membres inférieurs. Donc nous, ce qui est important, c'est un petit peu 2 blocs avec un maillon. La gaine représente ce maillon. Si ce maillon est faible, on a des problèmes de motricité, on a des problèmes de précision dans la technique, et ça apporte pas mal de risque au niveau des blessures, parce que le mouvement étant mal exécuté, à la répétition de ce mouvement mal exécuté, des formes de compensation musculaire nous amènent à constater des blessures. Alors forcément, on n'a pas la vérité, on se dit que c'est peut-être pas ça ou que c'est ça, malheureusement, on n'a pas l'exactitude des choses, mais entre ceux qui le travaillent régulièrement et ceux qui ne le pratiquent pas, il y a une différence. Ça, on l'a constaté au fil du temps, au fil des années. Donc, l'idée, c'est effectivement à chaque fois que j'intègre un club de savoir s'il y a cette possibilité d'avoir des cours réguliers. Donc c'est comme ça que je le mets en place. Ça peut être après des tests fonctionnels de la part des kinés ou des préparateurs physiques, d'identifier les problématiques, les déficits justement, comme je disais tout à l'heure, déficits musculaires et de compensation musculaire. Donc le gars travaille ou la fille travaille de manière individuelle en dehors des entraînements. On peut avoir des séances collectives ou des séances individuelles ciblées sur les particularités de ces déficits. Et par exemple, au Paris Saint-Germain, j'ai eu la possibilité de m'occuper de la partie préparation physique de l'équipe féminine. Et ça date il y a 2 ans. Et effectivement, n'ayant pas pu trouver une personne qui rentrait dans le cadre Pilate, j'ai quand même fait appel à une personne qui était prof de yoga. Et on a pu mettre en place aussi... surtout à une partie de la saison qui était très chargée en match, avec des grosses échéances qui suivaient, des cours de yoga qui permettaient de travailler sur la respiration, la relaxation, et de remplacer mes séances de stretching traditionnelles. Donc toujours dans l'optique d'amener de la nouveauté, de la curiosité, et peut-être un intérêt nouveau
par rapport à quelque chose qui est routinier. Et est-ce que par rapport maintenant à ces quelques années où tu as commencé à mettre ces activités en place, même si je vois que les lignes bougent et que tu réintègres maintenant le yoga que tu ne faisais pas auparavant et autres, est-ce que ces demandes, elles viennent aussi des joueurs qui commencent à se dire on m'en a parlé ou j'ai vu, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés, et qui ont changé leur regard sur ces activités, qui sont plus demandeurs qu'auparavant où ils testaient, ils découvraient? On va mettre le doigt sur un problème, c'est-à-dire que quand on a des effectifs mixtes avec des joueurs ou joueuses étrangers, étrangères et des joueurs ou joueuses français, françaises, c'est toujours les étrangers qui sont demandeurs. On a un manque de culture athlétique, physique, générale dans le sport en France qui fait que, à un moment donné, que ce soit pour la nutrition, que ce soit sur ces activités, je vais dire annexes, et toute la précision du travail, il y a une forme de culture chez les Suédois, Suédoises, pays du Nord, même au niveau sud-américain, etc., qu'on n'a pas encore chez nous démocratisé. Donc forcément, il y a de la demande. C'est souvent quand il y a une problématique et qu'on va peut-être proposer diverses solutions, qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience du sportif ou de la sportive. Mais en dehors de ça, je suis rarement arrivé dans un club, c'est arrivé une fois, donc à Monaco, où on m'a dit « Regarde, il y a ça, est-ce que c'est intéressant ?» Donc pour l'instant, ce n'est pas encore, je dirais, assez démocratisé, mais le football, en tout cas, est un cercle assez fermé, avec des habitudes, kiné, préparateur physique, c'est assez routinier. On essaye, avec les nouveaux responsables performance, justement, qui maintenant chapeautent, c'est un métier assez nouveau, qui vient chapeauter, coordonner tout l'ensemble d'un nouveau staff technique performance, d'aller chercher justement des innovations. Et le Pilate fait partie de ce qu'on aimerait mettre en place justement plus régulièrement. Et pour faire le lien aussi avec Santiago, est-ce que vous travaillez sur ce projet, comme tu le disais, de manière non pas en autonomie, mais bien en collaboration avec les kinés dans le staff qui vont aussi vous donner ce regard santé sur finalement vos choix? Et peut-être là aussi s'interroger sur le fait que vous utilisiez du pilate ou du yoga dans votre programme. Peut-être que eux aussi ont un regard qui n'est pas encore mature sur ces activités. Enfin, j'en sais rien, je pose juste la question, mais est-ce que quand vous échangez sur ces activités et ces préconisations que tu fais auprès du staff qui est mis en place dans les équipes? On en est vraiment aux prémices de l'intégration de ces activités-là, en tout cas dans le foot de haut niveau. C'est quasi inexistant aujourd'hui. Pour autant, quand on s'adresse à un kiné, effectivement, ils connaissent l'activité à travers des coachs sportifs, mais rarement à travers des super spécialistes qui maîtrisent la discipline, à la fois yoga ou pilates. Et en fréquentant ce type de personnes de haut niveau, on comprend l'utilité d'une activité ou d'une autre. Ce n'est pas assez démocratisé aujourd'hui. Pour autant, les faits, on le constate assez rapidement. Mais moi, à titre personnel, pour faire le lien avec comment je peux, pas en faire la publicité, c'est pas le terme exact, j'ai pas le mot, mais en fait valoriser peut-être ces activités-là. On a créé avec l'Association des préparateurs physiques professionnels un diplôme à Montpellier, qui est le premier diplôme universitaire en France pour former les préparateurs physiques football, il y a 6 ans. Et une des personnes sur les 10 qu'il fallait lister et à qui j'ai pensé, c'était Dina. Donc il y a la matière Pilates, ou Pilates, qui est effectivement au programme depuis 6 ans, sur une formation qui dure 4 semaines dans l'année et qui permet d'hyper spécialiser les préparateurs physiques au football. Donc c'est une manière aussi de l'intégrer progressivement. Ces jeunes-là qui ont entre 20 et 25 ans souvent, sortis de la fac, et de jeunes préparateurs physiques dans les catégories amateurs, ils sont déjà sensibilisés à ça, ils connaissent l'activité. Après, ils en feront ce qu'ils voudront peut-être, mais le jour où ils auront la possibilité peut-être de l'intégrer, ils seront sensibles à ça et ils en connaîtront les effets. Ghislaine, je vais rebondir maintenant avec un autre regard, plutôt côté sport et surtout santé, parce qu'avec la double casquette que tu vas nous expliquer sur ton profil, ça te permet aussi d'avoir prendre beaucoup de recul et bien comprendre le sujet, mais en même temps de nous orienter. On parle de bénéfices, mais est-ce que finalement ces activités commencent à être reconnues légitimement par les professionnels de la santé, avec des preuves, avec des études scientifiques qui démontrent ces choses-là? Donc l'idée, c'est vraiment d'être en capacité de rebondir sur
ce que vous mentionniez, messieurs, oui, on le ressent. Mais est-ce que dans les faits, aujourd'hui, il y a une certaine reconnaissance qui émerge? Et peut-être, dans un premier temps, et j'en suis désolé, peut-être te laisser te présenter à tout le monde. Alors bonjour, je suis Ghislaine Achalid. Alors je suis moi praticien au sens, je suis enseignant en activité physique adaptée. Alors j'espère que tout le monde connaît ce métier. Il existe depuis 1982. Donc c'est un minimum de 3 ans d'études où on est spécialisé non pas dans la rééducation qui est évidemment le domaine du kinésithérapeute, la rééducation fonctionnelle, mais effectivement dans la prise en charge par des protocoles d'activité physique spécifiques de personnes vulnérables en situation de handicap, malades, désocialisées, etc. Je suis également expert, donc je représente aujourd'hui Grégory Nino, le professeur Grégory Nino de l'INSERM, dans les interventions non médicamenteuses. Donc je représente la NPIs, on a un colloque demain au Sénat, donc ça tombe très bien, avec les autorités où en fait, si on parle de reconnaissance, alors moi j'ai choisi effectivement de me diriger vers l'APA, mais dans un deuxième temps de vie, je suis de votre génération monsieur, et voilà, et du coup je suis passée par un brevet professionnel, un BPGEPS. J'ai choisi également tout de suite évidemment de m'orienter vers la santé et je me suis rendu compte effectivement à quel point il y avait ce terme de sport santé dérange un petit peu. C'est-à-dire oui, bouger c'est bon pour la santé dans l'absolu, mais quand on parle de santé, on parle effectivement de choses qui sont structurées. Donc de la même façon qu'en kinésithérapie, vous avez des protocoles, en APA ou dans d'autres disciplines non médicamenteuses, on travaille effectivement sur la base de preuves, donc les evidence-based practice qu'on a en APA. Et de ce fait, effectivement, les études se multiplient. On en a beaucoup en activité physique adaptée, même si moi je trouve qu'on manque encore de précision. On en a effectivement dans un cadre qui est tout à fait spécifique. C'est-à-dire, je m'explique. Une intervention non médicamenteuse, ce n'est pas une discipline. C'est-à-dire, le sport ou l'activité physique, le pilate, le football, etc., n'est pas une intervention non médicamenteuse. De la même façon que la nutrition, la diététique n'est pas une intervention médicamenteuse. Une intervention, c'est un protocole, c'est-à-dire pour quelle population, par quel intervenant, dans quel cadre, sur quelle durée, avec quel dosage. Et ça, c'est le mot le plus important. En tout cas, pour moi, dans mon métier. Donc, on a un travail, effectivement, qui est lié à un diagnostic préalable, qui n'est absolument pas fait par nous, praticiens quels qu'ils soient, puisque ça relève de la médecine. Ensuite, on a une indication. Et nous, on applique des protocoles quand on a, effectivement, des preuves avec un protocole spécifique. On fait un retour, effectivement, donc on a une communication. C'est un travail, c'est pour ça que j'aime bien le mot que tu as mis sur le slide, qui est la complémentarité. C'est-à-dire que ces disciplines douces, on voit bien qu'elles arrivent dans la santé, elles arrivent dans les hôpitaux, elles arrivent... Moi, je viens de la cancérologie, j'ai fait 8 ans de cancéro. Et donc, on voit bien que ces disciplines, elles arrivent. C'est des disciplines qui sont, pour lesquelles les gens ont de l'appétence. Donc, si on ne sait pas les proposer, les patients vont y aller. Et Marion, merci d'avoir dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a de tout dans ce cas-là. Donc, autant que nous, les professionnels, on s'empare du sujet. Et pour ça, il y a effectivement 2 niveaux. Un niveau purement scientifique. Et là, on va questionner. Et la question, c'est le domaine de la recherche. Donc, dans ce cadre-là, à la NPIs, demain, donc, on débat d'un référentiel avec des invariants méthodologiques. Puisqu'aujourd'hui, pour évaluer un médicament, en recherche clinique, on a un modèle d'évaluation. Dans les interventions non médicamenteuses, on en a 46. Donc l'idée, c'est de trouver un consensus, d'abord français, puis international, pour dire, quand on mène une étude, par exemple, demain, on mène une étude sur la façon dont on va permettre à des patients, j'en sais rien, atteints d'un cancer de tel type, sous tel traitement, à tel moment, d'agir sur tel symptôme par tant de pratiques, de tel yoga, par tel praticien. Je détaille, parce que voilà, à chaque fois, c'est détaillé. Effectivement, on va utiliser ces invariants, des invariants éthiques et ensuite des invariants méthodologiques en fonction de si c'est une étude interventionnelle, observationnelle,
cette mécanistique prototypique, etc. Ça, c'est le boulot de la recherche. Le boulot de la recherche, c'est de poser des questions. Ensuite, il faut y répondre, et ça, c'est la science. Donc, en activité physique adaptée, on a quelques réponses. Et ces réponses, elles sont notamment reprises dans certains ouvrages, dont le médico-sport santé. Donc aujourd'hui, le sport est prescrit sur ordonnance. Donc ça, c'est une grande nouveauté quand même depuis quelques années, même s'il y a peu de médecins malheureusement qui sortent encore le stylo et la feuille, pour une simple raison, c'est que de toute façon, c'est pas pris en charge financièrement, donc pourquoi faire une ordonnance? Mais la réalité, c'est que c'est important, parce que le médecin va effectivement déjà donner son aval, hein, et il va pouvoir orienter. Sauf que pour orienter, comment il fait? Comment il sait dans quel cas il faut prescrire tel type de yoga orienté vers tel type de praticien? Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qu'on a commencé à faire à la NPIs. On a un premier référentiel qui va sortir, des fiches INM sur les maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson, et où on a des groupes de travail, notamment, et on fait des revues de littérature sur les différents articles qui ont pu paraître dans le monde, et où on va effectivement donner mettre avec des groupes d'experts un niveau de validité et effectivement donner quelques recommandations. Mais vous avez aussi, dans le cadre de cette prescription qui existe, des niveaux de diplôme qui sont indiqués. Et là, je vais revenir à la formation, effectivement, parce que vous le disiez justement, vous avez introduit le Pilate dans le cadre d'un DU. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un niveau de formation initiale en anat, en physio, qui savent ce que c'est que le corps humain. On ne va pas faire des inversions à une femme qui vient de se faire opérer d'une tumeur au sein. On ne va pas faire des torsions, même douces, en pilates à une personne qui a des métastases au rachis. Donc il y a des choses, toute intervention a un risque. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments, on n'ingère pas de substances qu'il n'y a pas de risque. Donc dans une publication scientifique, vous avez automatiquement les risques, les effets secondaires, etc. Et ça existe même en activité physique. Le dosage, par exemple, le surdosage d'activité physique, c'est un risque. Donc c'est ces choses-là qu'il faut mesurer. Donc on a cette partie d'encourager la recherche pour avoir de plus en plus de données, pour pouvoir dire, chers médecins, travaillons ensemble, ou avec les kinés, on travaille en cancéro, on travaille beaucoup en binôme, mais voilà, à quel moment c'est intéressant que la prise en charge soit transférée vers un APA, puis vers un professeur en ville qui va être formé de telle façon pour avoir quelqu'un qui est en rémission et qui va devoir continuer, parce qu'on fait de l'éducation à la santé, c'est notre boulot aussi, nous. C'est pas que les gens se mettent à l'activité physique, c'est que les gens continuent à pratiquer. On sait que c'est très ingrat de débuter une activité physique, mais quand on l'arrête, au bout de 15 jours, on commence déjà à perdre des bénéfices. Donc on peut se mettre à l'activité physique à 80 ans et gagner, vraiment avoir des bienfaits, mais en revanche, si on s'arrête, très très vite, on perd les bénéfices. Donc nous, notre objectif, c'est que les gens prennent goût à l'activité, comprennent leur corps et sachent s'écouter et adapter leur activité tout au long de leur vie. Donc on a ce travail de recherche et ensuite on a ce travail d'encadrement. Et le fait que les professions se structurent, c'est important. Alors moi, je travaille pour la Fédération française de danse. Alors je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur les slides de Damien, mais il y avait 2 lignes pour la danse. Il y avait une ligne danse, hip-hop, salsa, etc. Alors on peut en rajouter 50. Et vous aviez une autre ligne plus bas, danse. Les deux faisaient 16% d'ailleurs, donc on remontait dans le classement. Donc la danse, c'est comme le yoga, il y a des danses. Et c'est une profession dans laquelle les gens enseignent contre rémunération, la plupart du temps sans diplôme. Donc vous avez un diplôme d'État qui est encadré par le ministère de la Culture pour les danses académiques, classiques, jazz, contemporain. Et ensuite, vous avez toutes les autres danses pour lesquelles il n'y a absolument aucun diplôme en France. Le Code du sport indique qu'il faut effectivement un diplôme pour pouvoir enseigner contre rémunération. Alors maintenant, il y a le CQP, mais il y a le BPGEPS, il y a effectivement les licences TAPS. Mais ensuite, quand on parle de santé, on a effectivement des formations complémentaires à acquérir. Mais pour les acquérir, ces formations complémentaires, il faut ce socle de base. Et se structurer en fédération ou en société et effectivement convenir de ce socle commun, au moins de base, c'est primordial. Donc à la Fédération française de danse, on travaille avec le CNO, donc le Comité national olympique, la commission médicale, pour effectivement structurer une formation de 60 heures pour tous les professeurs de danse affiliés à la fédération, pour qu'ils puissent effectivement
acquérir un socle de base, savoir adapter leur danse et avoir des modules par type de pathologie. Et seulement dans ce cas-là, on pourra être ajouté au décret du sport sur ordonnance. Vous avez une liste de fédérations, d'accord, qui sont habilitées à prendre en charge sur ordonnance. Attention, c'est un tableau à double entrée. Les professionnels de ces fédérations peuvent prendre en charge les patients sur ordonnance, mais en fonction de leur diplôme, ils peuvent prendre en charge des patients qui ont des limitations légères, modérées, modérées à sévères. Modérées à sévères, c'est exclusivement les APA, les kinés, les ergos et les psychomotes. Donc si vous avez des personnes qui ont un brevet d'état de coach sportif, c'est des limitations minimes, on va dire minimes, légères, éventuellement modérées. Voilà, donc les niveaux de diplôme sont importants pour ça. Et c'est vrai que les médecins s'y perdent, les professionnels de santé s'y perdent, les professionnels du sport, quand ils ont des personnes blessées, ils s'y perdent aussi. Et donc c'est important qu'on ait ces deux niveaux. Encourager la recherche pour avoir des données fiables et vraiment connaître chacune des disciplines, quels sont leurs bienfaits, dans quel cas de les prescrire. Et puis des niveaux de formation avec une vraie connaissance des professionnels de santé pour savoir à qui j'adresse, dans quel cadre et comment. Ce qui est sûr, je termine par ça, c'est la complémentarité encore une fois, c'est que les activités douces, c'est un bon pied à l'étrier, c'est un excellent travail qui peut être complémentaire ou se substituer dans cas de blessure, mais c'est rarement suffisant. Dans le cadre des maladies chroniques, on a toujours une part d'aérobie, de travail en aérobie à faire. Donc voilà, c'est la complémentarité de toutes les disciplines qui va avoir des bienfaits sur la santé globale des populations. J'ai été longue, désolée Damien. Non, j'ai l'habitude. J'ai souvent cette même remarque vis-à-vis de mes interventions, donc je comprends. C'était très intéressant et je pense qu'on aura quelques questions suite à ces interventions. Je vais laisser surtout Marion réagir parce que quand on a préparé cette table ronde, Marion m'a dit finalement tout ce qui est dit que j'entends sont des propos cohérents. Et je reprends la phrase qui était de dire on est un électron libre. Finalement dans le yoga, parce qu'on a toujours plus de pratiquants, plus de professionnels, mais globalement, à un moment, et c'est le quotidien que tu as et les expériences que tu vas nous raconter, qui amène le fait, et Ghislaine l'a dit, qu'on a besoin de clarifier les choses. On a besoin à un moment de passer une étape pour être autour de la table sur ces enjeux de santé qui, comme chacun des intervenants l'a mentionné, nous avons un rôle. En collaboration, avec aussi des limites, mais le besoin de rentrer dans un protocole. Mais tout ça nécessite une clarification. C'est quoi, vis-à-vis de toutes ces interventions, est-ce que ton regard a changé ou au contraire, il s'est renforcé sur le fait que oui, on doit avancer et essayer de répondre à toutes ces interrogations au mieux? Alors, merci pour vos partages. Donc, moi, bien évidemment, ça renforce la raison d'être de l'UPI, l'Union des professionnels du yoga, puisque une de nos premières actions a été de créer un label. Bien conscient qu'aujourd'hui, on a plus de 10 millions de pratiquants, bien évidemment que le yoga va être structuré, normé, on n'aime pas ce mot-là, mais qu'on va encadrer en tout cas bien évidemment de plus en plus les formations puisqu'on répond à un besoin grandissant et que les gens, comme tu l'as dit Ghislaine, viennent à nous. Donc on a un mouvement où les gens viennent à nous. On a des professionnels, et merci de l'avoir dit, qui peuvent se méfier. Aujourd'hui, une formation de yoga peut se dérouler en 40 heures par Zoom et en 1000 heures en présentiel. Autant vous dire qu'on n'a pas la même compétence en face. On forme des enseignants de yoga enfants en 50 heures par Zoom. Et alors ça, on en voit plein Instagram. Et en plus, on voit des réponses de personnes qui souhaitent se reconvertir, qui répondent « Ah, fantastique, on a des cœurs, on a des smileys. » Voilà, faut le dire. Hein. Alors là, bien évidemment, nous, on bondit, on se dit « Mais comment vous voulez que mon métier soit pris au sérieux ?» Marion, j'ai l'impression que par rapport au discours qu'on avait ensemble sur ce que tu as vécu dans les écoles, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, ce que tu dénonces, c'est le regard qu'on te renvoie quand toi, tu viens proposer, parce que tu es sollicité, l'activité yoga dans un lycée. Donc, juste peut-être nous raconter cette démarche et quel a été le frein auquel tu as été confronté. Alors, on sait que le yoga, c'est un secret pour personne, a été refusé dans les écoles
malgré les bienfaits qui peuvent être expérimentés, le yoga a été mis à la porte des écoles en France pour raison de dérives sectaires. Alors que beaucoup, et je sais qu'on a des représentants du monde institutionnel ici, donc je le dis en étant d'autant plus à l'aise, on comprend avec ce qu'on vient de se dire, nous comprenons cette méfiance. Et moi, ce qui me révolte, je vais dire le mot, c'est qu'on se prive de trésors. On voit bien l'effet positif des pratiques parce qu'on pâtit d'une médiatisation qui n'est pas toujours juste. Et donc, ce que j'ai vécu, c'est qu'au même moment, on vit, parce qu'on le vit, c'est notre passion, on est mis à la porte des écoles, alors que moi, je donne des cours pour enfants toutes les semaines et je vois les retours des parents et des enfants. Et je vois bien l'effet positif au niveau nerveux. Les enfants dorment mieux. Donc, et en parallèle, moi, je vois ma collaboration avec le lycée Louis-le-Grand se renouveler. Parce qu'on a des partenariats privés qui se mettent en place, en lien avec l'infirmière, suite à la crise sanitaire, encore une fois, où on avait des étudiants, donc là, de Louis-le-Grand, classe préparatoire, vraiment en détresse nerveuse. Et où l'infirmière, dans un cadre d'atelier bien-être, donc on n'intervient pas du tout comme acteur de la santé, je le précise, au même titre qu'il y a des ateliers théâtre, il y a des ateliers yoga. Mais là, on trouve une discipline qui est entre le culturel, le sportif et la santé. On ne sait pas où nous classer, donc on nous met à la porte. Là où ça peut faire du bien. Et en même temps, je comprends la méfiance. D'où l'intérêt de créer l'union des professionnels du yoga. Et nous sommes aujourd'hui demandeurs d'avoir des experts, des cadres. On recherche à créer les bons liens. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, Damien, pour pouvoir valoriser les professionnels du yoga. Il y a des fédérations qui sont là depuis 50 ans. Et dans les pays, vous l'avez dit, comme la Suède ou d'autres, il n'y a même pas de question qui se pose. Donc je pense qu'effectivement, on touche aussi un sujet en France qui est quel est le rapport à mon corps, comment je prends la responsabilité de ma santé et qu'est-ce que ça veut dire. Et les métiers du yoga, c'est la responsabilité de son souffle. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et comment ce souffle circule dans des circuits vitaux très précis, nerveux, hormonaux, le système hormonal, immunitaire, c'est une clé. Et oui, on pourrait créer des protocoles. Aujourd'hui, on sait qu'on peut soulager, on parlait des femmes, tout ce qui est relié au cycle féminin, il y a le yoga hormonal qui est extrêmement efficace. Oui, il existe des protocoles en yoga, au service d'organes et de dysfonctionnements très précis. Mais ça, on a besoin aujourd'hui, effectivement, de se réunir, de se professionnaliser, de mieux communiquer très certainement aussi. Et maintenant, la communication, c'est tellement tous azimuts, notamment avec les réseaux sociaux, que c'est très difficile pour le yoga d'avoir une image claire des bienfaits, sans pour autant créer de la peur sur des dérives sectaires. Je vous propose de finir cette première table ronde peut-être avec des questions que vous auriez. Si vous souhaitez que je vous donne le micro et que vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas. Ça a été très clair ? On a beaucoup parlé, on vous a endormi, c'est ça ? Moi, ce que j'entends, parce que ça va faire aussi la transition avec la seconde table ronde, c'est qu'on est un peu à un moment charnière. Il y a cette volonté collective d'avancer avec des acteurs qui ne sont pas du tout dans l'activité et qui, par contre, identifient les bienfaits, font appel, d'autres qui sont dans la santé et qui eux aussi font appel à ces professionnels, des professionnels des activités douces qui, eux, réclament finalement ce lien, la mise en place à un moment de recherche approfondie pour être en capacité de tirer vers le haut le yoga. Mais il manque quand même une base qui est finalement d'être aussi au niveau des pouvoirs publics un petit peu mieux structuré pour être en capacité de faire avancer les choses simultanément. Et c'est l'enjeu qu'on aura sur cette deuxième table ronde, d'être en capacité d'apporter ces réponses à ces questions. Juste, vous laissez peut-être un dernier mot en réaction à tout ce qu'on s'est dit. Santiago, je vous laisse prendre le micro.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à rebondir, hein, parce que j'étais le premier à parler. Donc, il y a tellement un manque justement de langage commun que parfois, par exemple, au staff de l'Opéra national de Paris, il y a une prof de pilates, mais elle n'est pas avec nous dans le staff, par exemple. C'est dommage, mais parce que parfois, il y a vraiment un manque de langage commun, des référentiels. On va parler à notre niveau, en fait, hein. Et nous, au centre, à mon cabinet, on a mis en place justement une formation sur 150 heures en prévention des blessures pour les professeurs. Donc, on a chaque année une promo d'une quinzaine de professeurs, des danses, des yoga, des pilates, etc., où on enseigne ça pour justement développer un réseau en France avec des personnes avec qui on puisse communiquer. Donc, on a trouvé, nous, notre solution. Mais je suis très content de vous connaître parce qu'on a sûrement des choses à faire ensemble, hein, sur ces plans. Et voilà, et puis je suis très content parce qu'en effet, pour moi, c'est la recherche et le fait de légitimer. Et j'ai pensé au côté auto-entrepreneur. En effet, les pros de yoga, ils se débrouillent eux-mêmes pour avoir des clients. Et ça, c'est le marketing à outrance sur Instagram. Donc, nous, on a un ordre de kiné qui, dès qu'on sort le pied de l'assiette, il nous dit hey, ça, c'est pas bon, on ne peut pas le dire. Donc, en yoga, peut-être qu'il y aurait besoin, en dehors de la recherche, etc., des organismes qui modulent et qui mettent aussi des règles. Qu'est-ce qu'on communique derrière, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est en jeu, c'est la santé des personnes, en fait, hein. Ghislaine, Sébastien, peut-être un dernier mot pour conclure. Non, tout ce qui a été dit, c'est vrai qu'on se retrouve un peu par rapport au métier de préparateur physique. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'existe même pas dans la charte de la Fédération française de football. Un petit peu pour l'historique, en 98, quand la France est championne du monde, il n'y a pas de préparateur physique dans le staff. Ça n'existait pas encore. Donc en 20 ans, il y a eu une évolution monstrueuse. Et on a connu exactement la même chose, hein, le problème d'Instagram, du coach sportif versus préparateur physique. Où c'est vrai que les coachs sportifs, on s'inventait coach sportif, on mettait une photo sur Insta, 3-4 mouvements, 2-3 patients, clients plutôt. Et puis voilà, on se faisait passer pour un préparateur physique. Alors que nous, on avait Master 2, thèse, 5-6 diplômes, etc. Et puis au final, on se retrouvait confronté des fois sur des recrutements de clubs. Souvent, c'était l'aspect financier qui faisait la différence parce qu'ils se bradaient pour intégrer aussi le système. On se retrouvait confronté à des situations quand même très compliquées. Donc il faut savoir aussi par exemple que l'association qu'on a créée, qui a 12 ans ou 13 ans maintenant, l'association des préparateurs physiques, qui est née des préparateurs physiques, n'a toujours pas été reconnue par la Fédération française de football. Ils ne veulent pas. Ça ne vient pas du sérail, pourtant on est tous de la même famille, on se connaît tous, on se côtoie tous les week-ends et toutes les semaines, mais pour autant, elle n'a pas été reconnue. Donc on œuvre de notre côté pour tout ça. Mais c'est très compliqué au niveau institutionnel, c'est vrai. Mais on a connu effectivement les mêmes problématiques. Mais on y arrive progressivement, en mettant en place les bonnes démarches, les recherches qui vont avec, en défendant la profession et en étant en capacité de la faire évoluer dans le bon sens. Ghislaine ? Deux choses. Moi, je trouve que c'est pas un gros mot que de parler aujourd'hui de pratique de loisirs. Donc, il faut distinguer le yoga ou le pilate qu'on va faire en tant qu'activité physique à des fins juste de pratique et des activités physiques qui vont être adaptées à des fins de santé. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Si on va vers la santé, évidemment, le nerf de la guerre, ça va être le modèle économique. Et là, il faudra 12 tables rondes pour en parler. Mais ouvrir là-dessus, où aujourd'hui, on essaye de changer de paradigme et de passer dans une société du care plutôt que du cure. Voilà, de passer plus du côté de la prévention. Le juste soin, c'est celui qu'on n'a pas à faire. Donc voilà, et pour ça, il faut démontrer et l'efficacité et les économies que ça peut engendrer sur notre système de santé. Voilà, je passe la parole. Moi, je vous propose juste qu'on conclue, parce qu'il faut que je garde le bon timing et on a une deuxième table ronde. Donc, je voulais juste vous remercier pour votre disponibilité, vos interventions. Et je suis persuadé que ce n'est juste que le début, finalement, d'un travail en commun qu'on doit engager sur un petit peu plus de moyen et long terme. Merci en tout cas à tous les quatre pour votre présence et à très bientôt.